En me regardant, vous devez certainement percevoir que je suis plutôt petite, que j'ai les cheveux longs et que je suis plutôt mince. Pourtant, pendant longtemps, je ne me voyais pas comme cela. Je ne me voyais pas comme les autres me voyaient. Mais je me voyais plutôt comme ça. J'étais dans l'illusion perpétuelle d'être plus grosse que ce que je n'étais, d'être trop par rapport aux autres. J'étais sous l'emprise de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, selon le DMS5, c'est lorsqu'on se préoccupe de manière intense et obsessionnelle de défauts de notre apparence physique qui n'apparaissent pas ou très peu à d'autres personnes. Et ça entraîne une détresse médicale et des souffrances psychologiques. Je m'appelle Élise et dans les minutes qui vont suivre, je vais vous raconter mon histoire avec l'anorexie mentale. À travers ce TED, j'aimerais vous sensibiliser pour que vous puissiez prendre soin de vous et des autres, et j'aimerais vous partager ce que j'ai mis en place pour m'en sortir. Mais revenons d'abord à la Élise de l'époque. Tout a commencé à la fin de la seconde. Je me suis retrouvée dans une classe où je ne connaissais personne et où j'étais toute seule. Il y avait un groupe de filles que l'on aurait qualifié à l'époque de populaires, grandes, minces, cheveux longs, sac à main, et je voulais leur ressembler. Bon, pour la taille, je ne pouvais pas faire grand-chose, mais pour le poids, oui. Alors, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, à faire attention à ce que je mangeais. Mais je ne me sentais pas forcément plus intégrée pour autant. Au contraire, j'étais de plus en plus mal dans ma peau et dans mon corps. À la même période, je faisais du rugby et je me suis blessée au genou. J'ai donc dû faire de la rééducation à base de séances de kiné et avec des séances de course à pied. Et tout ça, ça m'a fait bouger beaucoup plus que ce que je ne l'aurais fait en temps normal. Je pense que ça a été les deux éléments déclencheurs, puisque c'est suite à cela que tout l'engrenage s'est mis en place. J'ai perdu du poids et ça me plaisait. J'aimais bien l'idée qu'en perdant du poids, j'étais valorisée et que peut-être je pourrais résoudre mes problèmes. J'ai continué à faire de plus en plus de sport, à manger de moins en moins. D'abord en arrêtant de manger tout ce qui était chips, gâteaux apéro, glaces. Puis je me suis restreinte sur les féculents petit à petit. C'était vraiment grisant de voir le poids diminuer jour après jour sur la balance, de peser moins que la veille. Au total, j'ai perdu 15 kilos, soit un tiers de mon poids. Je suis passée de 48 kilos à 33 kilos. Mais très rapidement, j'ai été confrontée à deux problèmes majeurs. Le premier, c'est qu'étant déjà plutôt mince, je n'avais pas à perdre tout ce poids. Et le second, c'était que je me trouvais toujours trop grosse et jamais assez mince. Et c'était ça, l'illusion de la dysmorphophobie. Au bout d'un an et demi, le cauchemar a commencé quand je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Je n'en pouvais plus de devoir faire tout ce sport, de devoir manger moins. Car oui, à ce moment-là, ce n'était plus l'envie qui dictait mon comportement, mais bel et bien la contrainte. Je ne pouvais faire autrement. Pourtant, j'adore manger. Et croyez-moi, le buffet sucré, ça sera moi la première à me jeter dessus tout à l'heure. J'ai donc averti mes parents qu'il y avait un problème, que je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette situation. Et je pense que me rendre compte par moi-même que quelque chose n'allait pas a été un facteur important de ma guérison. Après quelques tours chez le médecin, le diagnostic est tombé. Je souffrais d'un trouble du comportement alimentaire, l'anorexie mentale. Ce fut la douche froide, la désillusion. J'étais en danger et j'étais malade. Je ne pouvais pas continuer à survivre comme je le faisais. Pourtant, pendant longtemps, j'ai continué à faire plus de 3 heures de sport par jour, à me restreindre et à lutter contre ce trouble du comportement alimentaire. Pourtant, le chemin vers la guérison a été long et sinueux. Alors, en imaginant les situations, vous vous dites probablement « Bon, ça paraît quand même pas très sorcier, il te suffisait juste de manger plus et de bouger moins. » Oui, certes, mais si c'était aussi simple, je n'aurais pas pris la peine de venir faire un TED sur le sujet. En effet, l'anorexie mentale n'est pas là par hasard. Ça cache bien souvent bien plus qu'une simple volonté de perdre du poids.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'une maladie mentale. Et elle est caractérisée par une recherche incessante de minceur, une peur pathologique de l'obésité, une image distordue de soi et une limitation des apports par rapport aux besoins, ce qui se traduit le plus souvent par un faible poids corporel. Pour ma part, l'anorexie mentale a pris la forme d'une restriction alimentaire, mais surtout d'une hyperactivité physique et d'une addiction au sport. Cela me permettait de contrôler mes angoisses et de m'apaiser. Mais il existe autant de formes d'anorexie que de personnes qui en sont atteintes. D'une manière générale, l'anorexie mentale est mise en place par le corps et par l'esprit pour plusieurs raisons. Cela permet d'apaiser les angoisses et ça donne aussi le sentiment de contrôler quelque chose quand on ne maîtrise pas grand-chose d'autre de la vie. Bon, spoiler alerte, on ne contrôle pas grand-chose en vrai, mais on a au moins cette illusion. Et ça permet aussi de redevenir enfant, par exemple, quand on a peur de grandir, en effaçant chez les femmes les formes et les menstruations. Mais c'est aussi mis en place pour des tas d'autres raisons qui sont propres à chacun et à chacune. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque ce moyen de protection dure trop longtemps, il en devient délétère, puisqu'il peut même conduire à la mort. En effet, l'anorexie mentale est la maladie psychiatrique la plus mortelle. En France, une femme sur 100 est touchée et 0,3% des hommes sont concernés. À terme, 20% des personnes concernées ne guérissent jamais et 6% meurent. Dans une promo d'AgroParisTech, il y a donc probablement, peut-être, au moins 4 personnes concernées. Et je pense que vous connaissez certainement une personne touchée de près ou de loin. Ce sont donc de vrais enjeux de santé publique et de santé mentale. De plus, il existe aussi d'autres troubles du comportement alimentaire, moins connus, comme la boulimie et l'hyperphagie. Et malheureusement, l'accès aux soins et les dépistages sont très difficiles, parce que ces maladies restent encore tabous. De même, les professionnels de santé ne sont que très peu formés et les structures de soins sont souvent saturées avec des listes d'attente à rallonge. Mais plus on tarde à être pris en charge, et plus il est difficile de se sortir d'un trouble du comportement alimentaire. L'accès aux soins est bien souvent indispensable, puisqu'il est extrêmement dur, voire impossible, de s'en sortir seul. Pour ma part, j'ai moi-même dû être hospitalisée à 3 reprises. L'hôpital, que j'imaginais comme un lieu angoissant et synonyme d'enfermement, m'a en réalité sauvé la vie. J'espère que vous pourrez trouver dans ce que je vais vous raconter ensuite des éléments qui pourront vous aider ou vous aider à aider. Premièrement, être séparée de ma famille m'a fait beaucoup de bien pendant cette période d'hospitalisation. J'ai pu me recentrer sur moi et grandir à travers cette séparation. Et de leur côté, mes parents et mes frères ont pu se recentrer. Mes parents portaient un peu plus d'attention sur mes frères et sur leur couple sans la maladie dans leur foyer. Parfois, la séparation physique, ou même tout court, peut faire du bien pour laisser le temps à soi et à l'autre de se réparer. Ensuite, j'ai appris à communiquer, notamment par le biais d'un travail effectué à l'aide de psychologues qui m'ont été d'une grande aide tout au long de mon parcours. J'ai découvert que j'avais tendance à projeter ce que je croyais que les autres pensaient, alors que bien souvent, ils pensaient tout autre chose. Apprendre à oser demander, à questionner, peut faire beaucoup de bien et éviter à tous les protagonistes de l'histoire, lorsqu'on n'ose pas déranger par peur de poser une question, des émotions négatives et une perte de temps. Ensuite, j'ai pu construire mon identité et déconstruire ce que je croyais aimer jusque-là. En ayant ce temps devant moi pour me poser, j'ai pu réfléchir à ce que j'aimais vraiment et à ce qui m'animait. Dans nos vies à 1000 à l'heure, c'est vrai qu'on prend rarement le temps de se poser pour vérifier si la routine dans laquelle on est nous convient. Mais prendre ce temps de temps en temps peut faire du bien.
et contribuer à notre bien-être. Cela permet aussi de se fixer des objectifs. Quand j'étais malade, la marge de la guérison me paraissait bien trop haute et inatteignable. Mais en la découpant en de petits objectifs, comme par exemple manger une cuillère en plus de féculents ou faire 5 minutes de sport en moins, j'ai pu atteindre la marche finale et finir par m'en sortir. Enfin, j'ai pu mettre en place différentes routines qui me servent encore aujourd'hui et qui contribuent à mon bien-être quotidien. Tout d'abord, par exemple, j'ai pendant un très long moment pensé chaque jour à 3 actions que j'avais faites dans la journée et pour lesquelles j'étais fière. Alors ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses, que je pouvais en être fière, et ça a contribué à reconstruire mon estime de moi-même. Ensuite, j'ai appris à prendre soin de moi. Pour moi, je considérais ça comme une perte de temps et une perte d'argent, mais j'ai découvert le bien-être de se sentir bien dans une tenue, de se trouver jolie. Et depuis, je prends ce temps quand j'en ressens le besoin. Troisièmement et dernièrement, j'ai repris des activités que j'avais arrêtées, donc que ça soit sportive ou plus manuelle, par peur du regard des autres et parce que je pensais ne pas être assez bonne dans ces domaines-là. Et tout ça, ça m'a vraiment été utile pour reconstruire mon estime de moi-même qui était au plus bas et qui était dictée par l'anorexie et le fait de moins manger, mais aussi pour me réapproprier mon corps et me voir de nouveau comme je devrais me voir. Toutes ces petites étapes, toutes ces petites choses sont un travail de longue haleine et un long processus dont on ne voit pas forcément les effets au quotidien. Mais je vous assure que toutes ces choses mises bout à bout font une grande différence dans notre estime de nous-mêmes et dans l'appréciation que l'on a de la vie, et même dans notre bien-être quotidien. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai croisé la route d'un personnel soignant, bienveillant et à l'écoute. J'ai été prise en charge relativement rapidement, même si cela ne s'est fait qu'1 an et demi après le début des symptômes. Et surtout, j'ai pu m'en sortir. Beaucoup n'ont malheureusement pas cette chance. Alors, encouragée par ma psychiatre, j'ai décidé d'écrire un livre pour expliquer ce que c'était, l'anorexie mentale, pourquoi, comment. J'ai voulu, dans ce livre, transmettre un peu de ce que l'équipe soignante m'avait apporté et m'avait transmise. Et si ce livre peut apaiser un peu des souffrances que les proches et les personnes concernées ressentent, alors j'aurai atteint mon but. Car moi-même, j'ai beaucoup culpabilisé, et je culpabilise encore aujourd'hui, de voir à quel point cette maladie et ce qui m'est arrivé a fait souffrir mes proches. Mais au-delà de l'écriture d'un livre, ce processus de guérison m'a beaucoup apporté, notamment parce qu'il m'a ouvert les yeux sur la santé mentale et sur l'imposition par la société d'avoir un corps parfait répondant à certains critères. Est-ce que vous saviez par exemple qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, les personnes qui étaient valorisées et adulées en société étaient les personnes bien en chair parce qu'elles avaient de l'argent pour se nourrir ? Cela nous montre bien que le corps parfait n'existe pas et que c'est la société qui crée son illusion, notamment avec Instagram et les corps retouchés. Avant d'être malade, je n'avais que rarement entendu parler de santé mentale. Et j'ai découvert à quel point le sujet était tabou en France. Heureusement, c'est de moins en moins le cas et des voix s'élèvent pour se faire entendre. D'ailleurs, la santé mentale a été annoncée comme grande cause nationale 2025 par le gouvernement. Et j'espère qu'à travers ce TED, je contribuerai à continuer à briser les illusions qui entourent la santé mentale. Car non, souffrir d'un trouble du comportement alimentaire, d'un burn-out ou de schizophrénie ne font pas des personnes concernées des folles ou des fous. Non, ce n'est pas normal de ne pas aller bien, d'avoir des idées noires ou de se sentir mal. Et ce n'est pas quelque chose à banaliser. Ce sont des sujets importants, puisque la santé mentale est une part tout aussi importante que la santé physique dans notre santé globale.
Et il est primordial de continuer à sensibiliser sur le sujet pour que les médecins soient de plus en plus formés, que le sujet ne soit plus tabou et que tout le monde puisse obtenir des soins adaptés à ses besoins. Vous aussi, vous pouvez être acteur et contribuer à briser les tabous qui entourent la santé mentale. Spécifiquement pour l'anorexie, voici quelques signes qui peuvent vous alerter et vous permettre de repérer la maladie au plus tôt. Malheureusement, la plupart des personnes se cachent lorsqu'elles souffrent de troubles du comportement alimentaire, ce qui rend difficile la détection des premiers symptômes. Mais certains signes peuvent et doivent vous alerter. Par exemple, si vous remarquez un changement dans l'alimentation de votre proche ou de votre ami, si elle mange moins que d'habitude, ou alors supprime des catégories d'aliments. Il peut aussi avoir un retrait de la vie sociale, avec des refus de manger à l'extérieur par peur de ne pas pouvoir contrôler son alimentation, justement. Puis, il peut aussi avoir une hyperactivité physique, donc une station debout prolongée à des moments pas forcément appropriés, beaucoup de marche. Une perte de poids, évidemment, mais souvent les symptômes se mettent en place bien avant une perte de poids gravissime. Et enfin, il peut y avoir des modifications dans l'humeur, avec des personnes qui auront tendance à être plutôt tristes, plutôt déprimées, et une obsession autour de la nourriture. Si votre ami ou votre proche se découvre une nouvelle passion pour la diététique, a envie de faire beaucoup de recettes pour les autres. Toute cette liste n'est pas exhaustive, évidemment, et chacun peut développer des symptômes spécifiques. Mais je ne peux que vous recommander, vraiment, 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 si vous avez un doute, d'obtenir un avis médical le plus rapidement possible. On ne peut pas assez le répéter, mais une prise en charge précoce est vraiment primordiale et il faut aussi qu'elle se fasse de manière simultanément diététique et psychologique pour pouvoir augmenter les chances de rémission. D'une manière plus générale, pour continuer à briser les tabous qui entourent la santé mentale, il est important de dédiaboliser le fait d'aller voir un professionnel de santé comme un psychiatre ou un psychologue. Et il faut prendre le temps de demander autour de nous, aux gens à qui l'on tient vraiment, comment ils vont. Et elle, comment elle va? Extrêmement bien. J'ai enfin fait la paix avec mon alimentation et mon monde ne tourne plus qu'autour de la nourriture. Je suis très reconnaissante d'avoir un corps qui me porte, qui me permet de faire du sport et qui est en bonne santé. Et surtout, avec ce que j'ai entrepris, je me vois vraiment comme je le devrais. Merci à tous.